Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des clés pour atteindre l'éveil. Je vais exprimer les principes les uns après les autres. Tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité. Ce sont des outils que j'ai utilisés pendant plusieurs années. Des outils qui sont simples, qui sont peu nombreux et qui fonctionnent de façon efficace. Donc le premier, c'est l'énergie suit la pensée. C'est-à-dire que dès que vous avez une pensée, vous avez une énergie qui va la suivre. Donc si votre pensée elle est positive, constructive, bienveillante, elle aura les mêmes effets. Si elle ne l'est pas, elle aura les effets correspondants. Euh, Ça c'est aussi en lien. euh, ça parle du fait qu'il y a un lien direct entre énergie et conscience. C'est-à-dire que toute expression d'un niveau de conscience correspond à un niveau d'énergie. Euh, c'est aussi en lien avec une des choses les plus importantes quand on médite, c'est qu'il y a un lien entre la conscience qui se manifeste dans le corps et le niveau d'énergie qui est au niveau du corps. Donc dans la pratique que j'utilise, que j'ai développée, il y a vraiment une importance à magnétiser le corps pour que la conscience puisse se manifester dans le corps. Donc ça, j'y reviendrai dans la vidéo correspondante. Donc l'énergie suit la pensée. C'est également directement associé à ce qu'on appelle la loi d'attraction, euh, qui est en lien également avec ce qu'on appelle la loi d'économie. C'est-à-dire que la loi d'économie, elle fait que tout ce qui se fait dans l'univers est optimal. La loi d'attraction fait que lorsqu'on a une impulsion, une pensée, un désir, on va attirer ce qui correspond à cela. Un exemple qui est très, très significatif à mon sens, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est en lien avec un mythe grec, un sculpteur qui aurait donné vie à sa sculpture tellement il l'aurait projeté sur la structure, sur la sculpture. L'effet Pygmalion, c'est les gens deviennent ce que l'on croit qu'ils sont. Euh, et aussi, nous devenons ce que les autres croient que nous sommes. Donc ça, c'est assez important à considérer, à prendre en compte. Ça, je l'ai découvert. Je me suis rendu compte que certaines personnes avaient une idée erronée de ce que je suis, et quand j'étais en leur présence, j'avais tendance à me comporter inconsciemment de la façon dont ils croyaient que je suis. Donc ça, c'est en lien avec le libre arbitre, le fait que personne ne peut aller à l'encontre des croyances des autres. Et que s'ils souhaitent que l'univers soit ainsi, et ben en fait ils vont créer un univers qui correspond à leurs croyances. Euh, un autre aspect important, toujours en lien avec ça, c'est que ce sont nos conceptions qui créent notre réalité. Euh, et ces conceptions, elles existaient déjà avant la naissance, de par l'héritage de notre vécu d'âme, donc on s'est créé une vie qui est en accord avec nos conceptions. Euh, donc là, du point de vue de la personnalité humaine, parfois on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça signifie le libre arbitre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prédéterminées, de cause à effet, au niveau de l'âme, des vies précédentes, et de ce que l'âme a choisi dans cette vie-ci. Voilà, donc ça c'est des petites considérations. Euh, ah oui, aussi, et toujours dans la même logique, on est et devient ce sur quoi on porte son attention. D'où l'importance, là j'insiste beaucoup sur les notions de positif, constructif, bienveillant. C'est vraiment de tâcher de se focaliser de cette façon-là. Il y a aussi un adage que j'ai suivi pour l'éveil, pour la réalisation, c'est en se comportant comme un maître qu'on en devient un. Euh, Se comporter, ça veut dire appliquer les techniques qu'enseignent les maîtres, parce que les techniques de yoga, les techniques qu'enseignent les maîtres, ça correspond au fonctionnement euh, idéal, adéquat de l'être humain. Donc en fait, on copie le fonctionnement idéal, le fonctionnement qui correspond à je suis manifesté dans le corps, et à force de copier ce mode de fonctionnement, ben, l'énergie suit la pensée, l'énergie suit l'intention, il y a vraiment une correspondance qui se fait, et là, la conscience associée à l'énergie, qui apparaît grâce à ce fait de copier, ça se manifeste. Euh, Aussi une importance par rapport aux nourritures qu'on utilise euh, dans notre vie de tous les jours. Quand je dis nourriture, c'est qu'est-ce qu'on donne comme nourriture à notre corps physique. Euh, Quel est l'impact de la nourriture, le fait de consommer de la nourriture animale. Euh, Quel est l'impact en termes vibratoires, parce qu'en fait, quand on se donne à manger, on fait rentrer les vibrations dans le corps qui correspondent à ce qu'on mange.
Donc si la nourriture, ça correspond à des végétaux qui ont été cultivés avec respect et amour, on va ingérer cela. Par contre, si on mange un animal qui a été maltraité, qui a été séquestré, qui a été prisonnier, esclave toute sa vie, et ben on mange des vibrations de cela, on mange ces aspects-là. Voilà, donc ça c'est des petits aspects de réflexion par rapport à la nourriture. Nourriture, c'est aussi qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde, euh, qu'est-ce qu'on laisse rentrer comme pensée à l'intérieur de nous. Donc, euh, il y a des techniques de yoga, notamment dans le Kriya Yoga, euh, où on va nettoyer au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau de la langue. C'est-à-dire que si on a des paroles qui ne sont pas correctes, ça va laisser des vibrations au niveau du physique qui sert à manifester ces paroles. Si on nous parle d'une façon pas respectueuse, pas correcte, voire une façon qui est vraiment, euh, voilà, je vais juste dire problématique, les vibrations vont rester au niveau des oreilles. Et si on regarde des choses qui ne sont pas belles, et donc là on voit au niveau de la télévision tout ce qui peut être véhiculé, et ben ça va aussi nous impacter. Et ces vibrations vont rester au niveau des yeux. Donc dans la technique de Kriya Yoga, donc, je vais juste préciser, là, la lignée à laquelle j'appartiens, c'est la lignée de Paramhamsa Ariyarananda. Donc c'est une technique qui vient, donc c'est la lignée de Yogananda. Voilà, donc ça vous renseigner. Donc on a vraiment une pratique qui vise à clarifier l'énergie au niveau du corps physique. Euh, donc voilà, très, très important de faire attention de quoi on se nourrit. C'est Omram Mikhail Ivanov qui parlait beaucoup de ça, si ça vous intéresse. Donc maintenant, des principes simples. Il y en a une dizaine et ils se recoupent à appliquer au jour le jour. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir un effet, il y a besoin de mettre en place certaines choses. Si je veux vraiment résumer les trois axes pour l'éveil, pour la réalisation, c'est l'importance de l'enseignement, d'avoir accès aux informations qui sont vérité, dans le sens de ce qui est en adéquation avec l'univers. Ce qu'on appelle vérité, c'est ce qui est. C'est pas une opinion, c'est pas un point de vue. C'est ce qui est. Et c'est au fruit qu'on apprécie l'arbre. Donc quand un principe est juste, il donne des effets correspondants. Euh, donc il y a vraiment cette importance de l'enseignement. Le deuxième aspect, c'est la mise en pratique. Et la mise en pratique, elle se fait de deux façons. La première façon, c'est l'action intérieure par la méditation, et la deuxième façon, c'est l'action extérieure par le service à l'humanité. Donc dans la dizaine de principes qui vont suivre, vous allez voir, ça se recoupe. Donc une citation que j'ai utilisée pendant des années et qui est vraiment, à mon sens, très profonde, sont des paroles attribuées à William Blake, qui sont les suivantes. On a toujours tendance à considérer les autres aussi vertueux que soi-même. Donc si on étudie vraiment cette formulation, on voit que c'est très profond, c'est-à-dire que ceux qui sont bienveillants, ils vont tendance à croire que les autres sont aussi bienveillants qu'eux. Ceux qui sont malveillants vont tendance à croire que les autres sont si malveillants qu'eux. Donc voilà, j'ai souvent celui qui vous suspecte de mensonge, bien souvent c'est un menteur, et faites attention à ne pas attribuer des bonnes volontés à d'autres qui ne sont pas les leurs, parce que voilà, on ne fonctionne pas de la même façon. Voilà, donc on a toujours tendance à considérer les autres aussi vertueux que soi-même. Donc qui fait écho avec l'un des aspects même qui fait directement écho avec les quatre accords Toltec. Donc je vais redonner les quatre accords Toltec. Le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire l'importance de ne pas médire ni sur soi ni sur autrui. Donc là on revient sur les premiers préceptes qui ont été donnés dans la vidéo. Donc l'énergie sur la pensée, de comment les vibrations s'imprègnent en fonction des manifestations. Donc quand on vous dit quelque chose, il y a quelque chose qui se crée, il y a des imprégnations qui vont se faire au niveau de la matière. Donc premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, ne pas médire sur autrui ni sur soi-même. Deuxième accord Toltec, c'est de ne faire aucune supposition, c'est-à-dire de vraiment de faire attention de ne pas projeter euh, euh, des choses sur ce qui est autour de nous, ne pas projeter des concepts erronés sur ce qui est autour de nous. Troisième accord Toltec, de ne réagir à rien de façon personnelle. Donc c'est directement en lien
avec le fait justement que les suppositions, ce qui est projeté sur nous, de ne pas y réagir, c'est pas forcément la réalité. Et le quatrième accord Toltec, de toujours faire de son mieux. Quand on fait de son mieux, on ne peut pas se sentir coupable. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a fait de son mieux? Il a fait de son mieux, il ne peut pas faire plus. Et donc là, la bienveillance, elle s'enclenche. Euh, donc toutes les notions de culpabilité peuvent être guéries aussi, enfin, commencer à être guéries quand on applique les quatre accords Toltec. On est bienveillant avec nous-mêmes, on tâche d'être bienveillant vis-à-vis des autres, à ne pas faire de suppositions, on reste bienveillant en ne réagissant pas de façon personnelle, et on continue de faire de son mieux. Donc c'est vraiment un outil de bienveillance. Donc ces quatre accords Toltec, ça fait écho également avec les cinq piliers, tels qu'enseignés par Andrew Cohen il y a quelques années. C'est-à-dire que son enseignement il a évolué. Euh, il a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'il a même pris 3 ans de pause parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas ajustées par rapport au retour qu'on lui en donnait. Là, j'ai rencontré en début d'année, et il est revenu vraiment, si je puis dire, en pleine forme. C'est-à-dire ceux qui l'ont quitté avec un peu de doute, voilà, tout le monde évolue. Tout le monde évolue. Donc, le témoignage que je peux en faire, c'est qu'il a vraiment évolué au mieux d'une façon qui est. Voilà, c'est le rencontrer pour s'en rendre compte. Donc les cinq piliers tels qu'il les enseignait il y a quelques années, qui sont très, très pertinents, vu qu'ils ont donné les effets escomptés. Le premier pilier, c'est la clarté d'intention. La clarté d'intention. Lui, il exprimait de la façon suivante: c'est désirer être libre plus que toute autre chose. C'est-à-dire que si l'éveil n'est pas la priorité pour vous, eh ben, comment vous allez faire pour focaliser tout votre amour, toute votre énergie pour le produire, pour réaliser cet éveil. Cet éveil, c'est une totalité, c'est un absolu, c'est pas quelque chose qu'on fait à moitié. Donc la clarté d'intention, désirer être libre plus que toute autre chose. Le deuxième pilier, euh, lui il appelait ça la voie de la volition. C'est-à-dire que c'est la loi de responsabilité. C'est d'assumer l'entière responsabilité de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous créons. Tant que l'on reporte sur l'autre la responsabilité de ce que l'on a créé, on ne peut pas avancer. On est dans la victimisation, on est dans la passivité, voilà, des choses comme ça. Quand on accepte l'entière responsabilité de tout ce que l'on a créé, toutes les causes à effet, qui se manifestent de façon parfaite chaque jour par la loi d'économie, par la loi d'attraction, voilà, il y a vraiment une avancée qui se fait. Et cette loi de responsabilisation, elle nous invite à, à nous pardonner, à reconnaître nos erreurs. Et une fois qu'on se pardonne et qu'on reconnaît nos erreurs, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la tolérance, de la compassion pour les autres, de voir que voilà, ils ont aussi fait des erreurs et qu'on a aussi à les pardonner pour cela. Le troisième pilier, alors je sais plus comment il appelle, c'est de ne rien éviter, voilà, ne rien éviter. C'est en lien avec le grand oui, c'est-à-dire que l'éveil il est en lien avec une unité, une totalité, et que si on laisse la dualité, si on entretient la dualité, on ne peut pas accéder à l'unité. Le grand oui, il est en lien avec l'unité de tout ce qui est. C'est-à-dire que la séparation que vit l'être humain, c'est seulement une illusion de séparation. C'est uniquement une séparation au niveau de la conscience, une illusion. Dans les faits, nous sommes un avec tout ce qui est, et tout ce qui est nous reconnaît comme une unité et comme faisant partie de cette unité. Donc le grand oui, ça permet aussi de comprendre que tout ce qui est vécu est au-delà du bien et du mal, parce que l'unique n'a aucun intérêt à perdre son temps, à se faire du mal et à se faire vivre des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc c'est de reconnaître cette vérité, et que même si on vit de la douleur, même si on ne comprend pas, il y a toujours quelque chose de profond et de bienveillant derrière. Donc ça, c'était le troisième pilier. Quatrième pilier, la loi de l'impersonnalité. Donc c'est peut-être même l'un des aspects les plus importants de l'enseignement. Lui, il le formulait de la façon suivante: c'est euh, que rien de ce qui nous arrive euh, n'est à notre rencontre. C'est-à-dire que l'ego, il va tout vivre de façon personnelle. Et il va faire parfois une catastrophe du temps qu'il fait, alors que le temps, il est comme il est, quoi. S'il y a besoin de pleuvoir, il pleut. C'est pas une mauvaise chose
dans l'absolu, c'est-à-dire que les plantes ont besoin d'eau et ainsi de suite. Mais la personne qui cristallisait sur le fait que ah ben, s'il n'y a pas de soleil, elle va pas se sentir bien aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce que voilà pourquoi voilà, pourquoi on m'inflige du mauvais temps, quoi. Hum, donc c'est le fait de vivre la chose de façon personnelle, de s'identifier. Euh, En tant que depuis la perspective de l'éveil, les corps sont des véhicules de manifestation. Quand je dis les corps, c'est au niveau physique, émotionnel et mental. Ce sont des véhicules de manifestation, ce n'est pas ce que nous sommes. Donc au niveau personnel, euh, en réalité, du point de vue de la conscience de l'éveil, nous n'existons pas. Donc la personnalité égo, en fait, c'est juste quelque chose de temporaire, c'est un outil. Donc pour pouvoir se libérer cette illusion de croire que l'on est cela, c'est de vraiment comprendre que nous ne sommes rien. C'est-à-dire que je suis, il est juste je suis, il n'est pas je suis quelque chose. Donc c'est de comprendre que ce je suis, juste je suis, c'est l'équivalent de je suis rien. Donc ce je suis rien, une fois qu'on comprend qu'on est rien, le je suis rien, il permet à comprendre que comme je suis rien, je ne possède rien. Comme je ne possède rien, voilà, on se libère des attachements, je ne suis rien, je ne sais rien. Donc tant que l'on croit savoir quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. Tant que l'on croit être quelque chose, on ne peut pas être plus que ce que l'on croit être, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour pouvoir appréhender ce que nous sommes réellement, qui est plus grand que la personnalité égo, on doit accepter de renoncer à l'image que l'on a de nous-mêmes, de n'être rien. Et une fois qu'on devient rien, c'est un petit peu comme le cristal qui devient complètement vide. Euh, voilà, ce qu'il y a autour peut se refléter dans le cristal et peut être perçu dans le cristal. Et en fait, ce que nous sommes amenés à devenir des cristaux quasiment. C'est-à-dire qu'à être complètement neutre et ensuite tout se reflète en nous. Et nous sommes ceux-là, notamment les aspects qui sont un peu plus. Voilà, des aspects d'âme. Voilà, c'est une chose à la fois. On s'occupe d'abord de la personnalité égo. Une fois que la personnalité égo elle se transcende, on va pouvoir commencer à transcender toutes les facettes d'âme. Et une fois que les facettes d'âme sont transcendées, là on peut vraiment appréhender ce que nous sommes de toute éternité. Ça, c'était le quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est de travailler pour le bien de l'ensemble. Donc là, on est toujours avec l'illusion de séparation, l'illusion de dualité, que nous sommes autre chose, enfin, qu'il y a nous et qu'il y a autre chose. Non, il n'y a pas nous et autre chose, il n'y a qu'une seule et même vie. Nous sommes un aspect de cette vie, les autres personnes sont d'autres aspects de cette vie, mais nous sommes la vie une qui s'aime et qui agit pour évoluer. Donc le service à l'humanité, c'est vraiment très important. Ça permet de dépasser cette illusion de séparation, de dualité. Donc là, vous voyez, avec la citation du Laim Black, les 4 accords Toltec, les 5 piliers, même s'il y a des points communs, voilà, là on est sur 10 principes. 10 principes, quand on applique au jour le jour, il y a vraiment des. Appliqués, hein, c'est la mise en pratique. Il y a vraiment des avancées qui se font.